Notre héros Mougin combat le chef d'escouade, Chielboine, et il joue avec lui comme avec un enfant, esquivant même une attaque en plein vol. Cela énerve Chielboine, et il exige que notre héros se batte comme un homme. Mougin descend alors, ramasse son épée de 100 kilos comme si de rien n'était. Alors qu'ils se jettent l'un sur l'autre, Mougin retire rapidement son épée et frappe celle de Chielboine, si fort qu'elle repousse son épée. Saisissant cette chance, il frappe Chielboine au visage si fort qu'il lui aplatit presque le nez et l'envoie s'écraser au sol. Les autres sont choqués, car il n'avait jamais été aussi fort auparavant. Pour comprendre pourquoi notre héros peut faire cela à un chef d'escouade, revenons au début. Notre héros, connu sous le nom de démon divin, est un puissant épéiste qui se retrouve à affronter 9 puissants chefs de secte dans une quête de vengeance. Ces incroyables et terrifiantes compétences à l'épée lui permettent de rivaliser avec les chefs de secte. Il les abat avec une telle précision qu'ils sont tous déconcertés par la manière dont il s'y prend. Avant même qu'ils ne s'en rendent compte, ils se retrouvent éliminés un par un, les amenant à conclure que notre héros n'est rien d'autre qu'un monstre. Même lorsque ceux qui étaient encore debout ont réussi à l'immobiliser et à lui planter une épée dans le cœur, il s'en est sorti et les a tous envoyés dans l'au-delà, gravant finalement son nom comme le démon divin. Juste au moment où il est sur le point de mourir, sa vie défile devant ses yeux, et il ressent un sentiment de soulagement d'avoir accompli sa mission. Notre héros se souvient du jour où il se faisait attaquer par 3 enfants, car il était un fauteur de troubles dans le Muram. Il a finalement été sauvé par son maître qui l'a entraîné, mais à la fin, il a vécu par l'épée, tuant des gens à gauche et à droite. Il se demande si la vie se résume à ce qu'il a fait, et à ce moment-là, il se souvient de sa défunte épouse. Les meilleurs moments de sa vie furent ceux qu'il a passés avec sa femme, mais ils lui ont été enlevés plus tard. En larmes, il se demande quel est le vrai sens de sa vie, et à la fin, il ferme les yeux dans la mort. Soudain, il entend des vociférations tout autour de lui, et il suppose qu'il est temps en faire jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux pour voir un groupe agaçant debout devant lui, en train de le dénigrer. Notre héros est totalement confus car il ne comprend rien à ce qui se passe. À côté de lui se trouvent 2 enfants, et le garçon défend son frère aîné, disant qu'ils ne peuvent pas céder les arts martiaux du clan tant que son frère est encore en vie. Il mentionne que quoi qu'il arrive, les arts martiaux doivent rester dans leur clan, le clan Flémoak. Alors que notre héros se demande encore ce qui se passe, le chef de l'opposition suggère qu'il fasse un marché pour dissiper toutes leurs inquiétudes. Il interpelle notre héros, Mougin, et lui dit qu'il a de l'argent puisque son clan est extrêmement pauvre. En retour, Mougin mettra en jeu les arts martiaux de son clan, mais ils vont se battre en duel pour cela. Le vainqueur du duel remporte alors tout. Le petit garçon est choqué en entendant cela, car son frère aîné, notre héros, est totalement nul en ce qui concerne les arts martiaux. Notre héros est fatigué de tout ce bruit, et il est obligé de demander au groupe qui diable est Mougin alors qu'il sait qu'il est quelqu'un de complètement différent. Ses soi-disant cadets sont laissés perplexes quand il dit cela, et il le dévisage comme une sorte de fou. Même son rival est obligé de lui demander ce qu'il a dit, et il révèle qu'il est connu comme le démon divin, mais cela ne fait que le faire rire. Et il suggère que Mougin l'appelle plutôt le roi des enfers. Apparemment, son rival est Chiandobo, et il est le 2e fils du groupe de marchands chiangois. Les frères et sœurs sont furieux que sa folie devienne incontrôlable, c'est pourquoi il dit n'importe quoi. Même le maître du groupe de marchands chiangois, Buchoyon, se moque du clan, disant que leur clan est déjà fichu, puisque le fils aîné est dans un mauvais état mental. Mougin reste silencieux alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe vraiment. Comme il ne dit rien, Dobo suppose qu'il a accepté le duel, et il l'informe que le duel aura lieu au pavillon de Biome le mois prochain. Dobo rappelle à Mougin qu'ils ont conclu l'accord sous le code des arts martiaux, et qu'il n'est pas autorisé à rompre car il y aura des conséquences. Une fois le groupe parti, les prétendus frères et sœurs de Mougin se tournent vers lui, lui demandant ce qu'il compte faire, puisqu'ils lui ont imposé un duel. Ce qui rend les choses pire, c'est que Mougin n'a même jamais manié une épée auparavant. Mougin éclate de rire en entendant cela, car il sait que l'art de l'épée est tout ce pourquoi il vit et respire. Il essaie de cultiver son aura en accédant à son énergie intérieure, mais il réalise soudain qu'elle a disparu, complètement partie, sans qu'il n'en reste une once. La frustration s'installe quand il réalise aussi que son corps est très frêle et faible. Sa sœur fond en larmes, suppliant Mougin de reprendre ses esprits. La petite fille dit à Mougin qu'il est une ordure, et elle le traite aussi d'idiot pour s'être laissé marcher sur les pieds par le groupe de marchands. Son frère la gronde pour avoir mal parlé de leur frère et lui suggère de s'excuser, mais elle refuse. Elle reproche à Mougin la mort de leurs parents, et elle s'enfuit en larmes après avoir dit cela. Le petit garçon s'excuse au nom de sa sœur, disant qu'elle se perd parfois dans la colère, et après avoir dit cela, il part aussi. Mougin est totalement confus car il n'arrive pas à croire que même les enfants le détestent et le traitent de fou. Mougin est confus, et il sait que la dernière chose dont il se souvient est d'avoir massacré les chefs de secte sans pitié. Mougin pense qu'il aurait dû mourir paisiblement, mais il s'est soudainement retrouvé dans un corps étrange. Il s'effondre au sol de frustration, se demandant qui sont ses enfants. À ce moment précis, un type étrange, qui se trouve être son assistant, accourt vers lui, lui demandant pourquoi il est sorti, avec son corps frêle. Il prétend s'être inquiété pour lui, mais Mougin lui demande simplement qui il est,
car il ne le connaît évidemment pas. Le type, Mazak, est surpris d'entendre cela. Et il suppose que Mugen souffre d'une autre crise due à la folie qui l'affecte. Comme il croit que Mugen souffre vraiment d'amnésie, il décide de lui raconter son histoire. Apparemment, Mugen était autrefois un enfant talentueux et réputé que plusieurs sectes orthodoxes voulaient comme disciple, et à 23 ans, il était devenu le chef du clan. Salk est fatigué de raconter à Mugen l'histoire car il l'a répété plus de 6000 fois. Mugen ne pense pas qu'il était un enfant prometteur car son noyau d'énergie est de toute évidence merdique. De plus, il veut en savoir plus sur la folie dont tout le monde parle. Salk décide alors de lui en parler aussi. Il y a 17 ans, Mugen et Dobo ont eu un duel non officiel, où ils ont promis de ne pas utiliser d'énergie intérieure. Mugen avait 6 ans et Dobo en avait 9 au moment du duel. Dobo a accepté, et le combat entre les deux enfants a commencé. Mais au fur et à mesure que le combat progressait, Dobo a rompu le raccord et a frappé Mugen avec un coup de poing imprégné d'énergie intérieure. Mugen est déçu et demande à Dobo pourquoi il a utilisé les techniques du point des 7 blessures, alors qu'ils avaient clairement promis de ne rien faire d'autre que de se battre à main nue. Dobo se moque de Mugen, lui disant que la technique a été transmise par la secte Kongdong et qu'apparemment les séquelles ne sont pas une plaisanterie. Apparemment, Dobo l'avait testé sur son frère aîné, qui faisait le malin et la technique l'a laissé cloué au lit. Comme il était content du résultat, Dobo était excité de voir ce que ça donnerait contre Mugen. En gros, Mugen est maintenant traité de fou parce qu'il croit que son état est le résultat des séquelles du coup du poing des 7 blessures. Mugen est furieux que Dobo soit celui qui l'a rendu inutile, mais voilà qu'il demande un duel. Mugen demande alors à Salk comment ils ont traité Dobo après qu'il l'ait rendu inutile. Salk mentionne alors que c'est le père de Mugen qui a rendu le verdict final plus tard. Bien que Dobo fût son cousin, il était aussi le fils du groupe de marchands Xiangghua, considéré comme l'un des 10 plus importants des plaines centrales. Même si Dobo a fait quelque chose de terrible, le père de Mugen l'a seulement laissé s'en tirer avec un avertissement. Mugen n'arrive pas à croire à quel point l'homme est inutile pour avoir pardonné à quelqu'un qui a rendu son fils inutile. Mugen conclut que le clan est une véritable ordure, puis il demande à Salk où sont ses parents. Salk mentionne que l'état de Mugen s'est progressivement aggravé, ce qui a endetté son père car il cherchait des moyens de guérir sa maladie. Il y a 9 ans, la maladie de sa mère s'est vraiment aggravée et elle est décédée. 3 ans plus tard, son père a rejoint sa mère dans l'au-delà. Mugen est en gros devenu le fils qui a tué ses parents et ruiné le clan. À cause de cela, la réputation du clan a été salie et ses frères et sœurs se sont retrouvés dans une situation difficile. Tout ce qui reste de la famille, ce sont des dettes, 2 serviteurs loyaux et seulement quelques artistes martiaux. Il a aussi son jeune frère, Guadojan, et sa sœur, Oisoyon. Mugen réalise enfin pourquoi sa sœur, Soyon, a dit qu'il est responsable de ce qui est arrivé à leurs parents. Cette nuit-là, Mugen a parcouru les livres d'histoire, laissés par le propriétaire originel du corps, et il a appris quelque chose d'eux. Il a réalisé que 30 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait vaincu les 9 sectes, et il habite maintenant le corps d'un fou, sans noyau d'énergie. Comme notre héros n'a aucun regret de sa vie passée, il décide de vivre selon le Mugen et d'aider les enfants sans défense. Cependant, il sait que le groupe de marchands Xiangghua sera un gros problème pour lui. Ce sont eux, en gros, qui ont rendu le corps inutile et ont aussi détruit le clan. La première chose sur sa liste est de planifier le duel qu'il a contre Dobo, qui a lieu le mois suivant. Comme le corps est nul, il comprend qu'il doit reconstruire son corps depuis le début. Il s'assoit pour méditer et recommence tout depuis le début, comme un débutant. Il se souvient que dans son ancienne vie, la première fois qu'il a voulu essayer la cultivation, c'était difficile pour lui. Cependant, les choses semblent se dérouler sans problème avec le corps actuel grâce à l'aptitude martiale innée écrasante du corps. Mugen puise dans l'énergie folle du corps et essaie de l'explorer au maximum, laissant une lumière dorée briller dans sa chambre. Momentanément, Salk et les serviteurs entendent son cri et salutent d'où ils sont, ce qui les fait se précipiter dans sa chambre. Ils le trouvent par terre, et l'un des serviteurs dit en plaisantant qu'il est mort. Il vérifie le pouls de Mugen et se rend compte qu'il est plus fort qu'avant, mais Mugen l'attrape soudainement, lui demandant pourquoi son corps souffre d'une douleur incommensurable juste parce qu'il a essayé de former un noyau d'énergie. Le serviteur est confus, et Mugen se répète, disant qu'il veut savoir si son corps a une constitution spéciale. Le serviteur révèle alors que sa constitution est le martial céleste. Apparemment, c'est une constitution héroïque rare, choisie par les cieux. Mugen est frappé par une autre vague de douleur, et il finit par comprendre que la constitution du corps est exactement à l'opposé des arts démoniaques. En gros, un corps d'énergie pure et droite souffrira d'une douleur intense s'il essaie de pratiquer les arts démoniaques. Mugen hurle de douleur, se demandant pourquoi il a hérité d'un corps maudit avec une constitution si différente parmi toutes les constitutions possibles. Il conclut que les choses vont vraiment mal pour lui car le duel n'est que dans un mois. Alors qu'il est allongé, souffrant, il demande à Salk qui sont les 2 hommes. Salk révèle que l'homme en vert est l'intendant en chef, Doubaxion, et l'homme en rouge est un ancien, Zhou Juanbon. Au moment où il entend le nom de Zhou, il se souvient de quelque chose de sa vie passée. Mais la douleur qu'il ressent est trop forte, et il finit par s'évanouir.
3 jours plus tard, Mugen se lève enfin de là où il était allongé, mais Salk s'inquiète qu'il ne prenne pas assez de repos. Mugen mentionne qu'il en a marre de rester allongé car il a un duel à venir, et il presse Salk de lui trouver des épées. Salk réussit à se retenir de rire en entendant cela. Car le clan peine déjà à trouver de quoi manger, et Mugen demande des épées. Mugen est obligé de demander s'il n'y a pas d'argent dans la famille, et Salk mentionne qu'il contracte actuellement des prêts auprès d'une secte non orthodoxe nommée Banosect, car la secte opère avec un taux d'intérêt très élevé. Ils se sont retrouvés avec une énorme dette. Mugen comprend enfin que pour aider le clan, il doit d'abord résoudre le problème d'argent. Néanmoins, Mugen ne pense pas que contracter plus de prêts puisse faire du mal, puisqu'ils sont déjà noyés sous les dettes. Salk s'inquiète, mais Mugen lui dit de se taire et d'écrire une lettre aux 2 anciens car il sort se promener. Quand les anciens ont appris cela, ils se sont inquiétés du fait que Mugen s'était rendu à la dangereuse Banosect. Un instant plus tard, Mugen et Salk arrivent à l'entrée de la Banosect. Mugen dit au grand garde du corps d'informer son patron qu'il aimerait le voir. Le type, Kanyo, n'est pas là pour jouer, et il dit à Mugen d'entrer dans le bâtiment. S'il est là pour parier. Mugen insiste pour que Kang l'emmène voir son patron, mais cela commence à énerver Kang. Salk intervient rapidement, exhortant Kang à se calmer car Mugen n'a pas toute sa tête. La tension entre les deux continue de monter jusqu'à ce que le vice-maître de la secte, Ma Jungbo, apparaisse, demandant à savoir quel est le problème. Kang dit alors à son patron que Mugen essaie de rencontrer leur grand patron. Ma lui demande pourquoi il aimerait rencontrer leur patron, et Mugen dit qu'il voudrait plus de prêts. Ma dit alors à Mugen qu'il n'a pas besoin de voir le chef pour obtenir un prêt, et il l'invite à entrer dans le bâtiment. Mugen et Salk se retrouvent bientôt à s'enfoncer plus profondément dans le manoir en utilisant un pont en bois, alors qu'ils sont escortés par des épéistes armés. Salk est inquiet à propos de toute cette affaire, et il dit à Mugen qu'ils ont encore la chance de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Mugen n'est pas d'accord avec lui, disant qu'ils ont déjà parcouru un long chemin. Salk lui dit alors qu'une certaine grand-mère a vu le chef de la secte se battre. Et il s'avère que le chef est assez puissant car il a submergé son adversaire en quelques secondes. Apparemment, le chef est un artiste martial qui a appris une puissante technique de mise à mort. Mugen s'interroge sur la raison pour laquelle Sok lui a dit cela quand Ma intervient, disant que Sok est plus compétent car il a compris assez vite. Cependant, il est déjà trop tard car ils ont atteint une partie plus profonde de la grotte, et avant que les deux ne s'en rendent compte, ils se retrouvent encerclés par des épéistes armés. Mugen est déçu, et il demande à Ma si son plan depuis le début. Ma le confirme, et dit qu'il l'a intentionnellement attiré ici parce qu'il ne peut évidemment pas le toucher en public. Cependant, il n'est pas prêt à lui donner carte blanche de la même manière qu'il l'a fait avec ses parents. Sok ne se dispute pas avec le groupe, mais il les supplie de laisser son maître en vie. Mugen, d'un autre côté, est furieux quand Ma mentionne ses parents car il n'a évidemment pas de parents jusqu'à ce qu'il réalise soudainement qu'il est maintenant dans un autre corps. Comme tout est prêt, Ma ordonne à ses hommes de donner une leçon à Mugen. L'un d'eux, très désireux d'exécuter l'ordre, s'en prend à Mugen et lui lance un coup de poing. Sok s'évanouit presque de peur en voyant le coup de poing arriver droit sur eux. Étonnamment, Mugen bloque le coup de poing du type, lui brisant finalement les os de l'intérieur. Le type hurle de douleur et s'écrase au sol en prétendant que Mugen a utilisé une sorte de sale tour contre lui. Mugen se moque de lui, disant qu'il a des os bien tendres par rapport à sa taille. Mugen comprend qu'il doit faire les choses sans utiliser sa puissance pure. Ma est furieux que ses hommes perdent du temps, et il leur ordonne d'en finir avec Mugen. Un des épéistes fonce droit sur lui avec son épée, mais Mugen esquive facilement le coup et comprend qu'il doit continuer à bouger car il ne peut pas égaler la puissance du type. Utilisant son corps souple, il parvient à esquiver et à donner un coup de tête qui écrase le visage du type. Le type tombe en arrière, hurlant de douleur, tandis que son collègue prend le relais et essaie de frapper Mugen, mais Mugen esquive le coup. L'attaquant tente un autre coup, mais Mugen saute en arrière avant de donner un coup de pied pour mettre le type hors de combat. Avant que les hommes armés ne sachent ce qui se passe, il se retrouve à être malmené, et en un rien de temps, il s'écrase au sol, à genoux. Se tenant à distance, Sok crie pour s'assurer que son maître est en sécurité. Mais Mugen le traite d'abruti tout en mentionnant qu'il va bien. Sok est complètement abasourdi, ce qui le pousse à demander à Mugen où il a appris les compétences en arts martiaux qu'il utilise. Mugen dit alors au type que ce dont il est témoin n'est pas un art martial, mais quelque chose qu'il a appris dans la rue. Sok est choqué d'entendre cela car il ne se souvient pas que Mugen ait passé du temps dans la rue. Ma le félicite d'avoir éliminé ses hommes avec succès, mais lance immédiatement sa pièce sur Mugen avec une force puissante. La pièce manque de peu la tête de Mugen, mais il peut sentir la pression de la pièce, ce qui le choque. Ma dit alors avec colère à ses hommes de partir car il va s'occuper de Mugen lui-même. Mugen est surpris de faire face à tant d'hostilité alors que tout ce qu'il veut, c'est parler à leur patron. Ma répond avec colère que son patron n'est pas quelqu'un qu'un déchet comme Mugen peut rencontrer. Ma sort son épée avec colère et se jette sur Mugen, prêt à l'abattre. Dans un retournement de situation surprenant, Mugen bloque son coup puissant avec une paire de baguettes. Ma est choqué en voyant cela, mais il ne sait pas que c'est tout ce que Mugen a pu obtenir, car il n'a pas d'argent pour une épée. Mugen et Ma continuent d'échanger des coups, mais Mugen tire grâce à d'excellents arts martiaux.
Avant que Ma ne s'en rende compte, il trouve sa main empalée par l'une des baguettes. Ma n'arrive pas à croire que Mugen ait pu trouver une ouverture, même s'il faisait de son mieux pour l'abattre. Pendant que Ma se débat, Mugen s'amuse, tout en disant à Ma qu'il pourrait bien le regretter s'il décide de sous-estimer les baguettes. Avant que Ma ne s'en rende compte, il se retrouve à lutter contre des baguettes, ce qui le surprend car il croyait que Mugen n'était qu'un faible qui ne pouvait pas utiliser le chi. Ma se demande comment Mugen a pu atteindre un état aussi terrifiant en si peu de temps, mais il ne veut pas croire que Mugen est la même personne qu'il connaît. Mugen continue de perforer son corps avec les baguettes tout en lui disant qu'il a des compétences si terribles. Ma refuse de perdre contre une paire de baguettes, et il saute dans les airs en visant à achever Mugen avec son coup ultime. Malgré son air menaçant dans les airs, Mugen n'a pas l'air effrayé du tout. Il esquive facilement l'attaque de Ma, le laissant à découvert. Ma se demande pourquoi Mugen aurait un tel pouvoir caché sans qu'il le sache. Mugen lui assène un puissant coup de poing au corps qui détruit entièrement le peu de fierté qui lui restait. La peur envahissant maintenant le corps de Ma, Mugen se répète, disant que tout ce qu'il veut, c'est un prêt, mais cette fois, il le dit avec un visage très mortel et terrifiant. Un instant plus tard, Ma décide enfin de s'asseoir avec Mugen après avoir reçu une bonne raclée. Ses gardes se retrouvent également à s'incliner devant Mugen pendant que Ma parle avec lui. Ma demande alors à Mugen de lui dire ce qu'il veut savoir. Mugen demande à Ma pourquoi sa secte prête de l'argent à sa famille sans garantie, car il sent une intention malveillante dans toute cette affaire. Ma prétend qu'ils n'ont aucune intention malveillante et que Mugen se fait des idées. Mugen n'en croit pas un mot car il peut sentir la peur de Ma de là où il est assis. Mugen décide alors de lui reposer la question, mais cette fois, il l'exhorte à bien réfléchir s'il ne veut pas être puni. Réalisant que Mugen ne plaisante pas, Ma révèle finalement qu'ils ont reçu leurs ordres du groupe marchand Xianghua. Mugen n'est pas surpris d'entendre cela, car il sait que le groupe était impliqué d'une manière ou d'une autre. Il demande alors à Ma de quel genre d'accord il s'agit, qu'ils ont passé avec le groupe Xianghua. Ma hésite à parler, mais Mugen lui fait vite savoir que s'il meurt en défendant le groupe marchand, personne ne le regrettera. Ma tire une leçon de ce que Mugen a dit et révèle que le groupe marchand leur a ordonné de prêter au clan de Mugen n'importe quelle somme d'argent qu'ils veulent, mais à un taux d'intérêt exorbitant. En échange de la chute du clan HW, la secte des Bongo obtiendra les terres des HW après qu'ils aient été éjectés de l'échiquier. Mugen réalise enfin que les terres familiales étaient la garantie depuis le début. Mugen demande alors à Ma à combien s'élèveront les 300 pièces d'or qu'il veut emprunter en un an. Selon le contrat, Ma révèle que les 300 pièces d'or se seraient élevées à 5000 pièces d'or. En remboursement. Mugen est dégoûté par cela, mais il s'en fiche et accepte l'accord. Avec un visage plus sérieux, il demande à Ma qui les aide à nettoyer leur saleté. Ma mentionne alors que l'un d'eux est la secte sociale des 4 cieux martiaux. Et une alliance de sectes non orthodoxes. Mugen est surpris d'entendre cela, et Salk mentionne que c'est une nouvelle alliance. Mugen est irrité par les 4 cieux martiaux et il prononce même le mot commençant par P. Pense que la folie de son maître se manifeste car il ne l'a jamais vu rencontrer l'alliance par le passé, mais il est littéralement en train de les insulter. Mugen dit alors à Salk qu'il n'a pas à s'en inquiéter car il n'est pas d'humeur à expliquer. Mugen commence déjà à en avoir marre d'attendre, ce qui le pousse à demander des nouvelles du type qui est allé chercher l'argent. Le type arrive bientôt avec une boîte remplie des 300 pièces d'or dont il a besoin. Les yeux de Mugen s'illuminent de bonheur quand il voit cela, et il suppose que ça devrait être suffisant. Il dit à Salk qu'il est temps pour eux de partir, mais Salk est toujours sceptique quant à toute cette histoire d'emprunt. Mugen lui dit simplement de fermer et de prendre l'argent pour qu'il puisse partir. Ma et ses gardes escortent Mugen jusqu'à l'entrée au moment où il s'apprête à partir. Mugen lui dit alors d'inscrire la date dans son registre, et il promet de régler toutes les dettes du clan une fois qu'il aura terminé ses affaires avec le groupe marchand Xianghua. De plus, Mugen avertit Ma de ne pas prendre d'argent aux gens du peuple, et le non-respect de cette consigne entraînera une punition sévère. Ma accuse réception de l'ordre, mais au fond de lui, il est furieux, et il a hâte de voir Mugen se faire avoir. Un instant plus tard, Salk et Mugen arrivent à la maison, et ils sont accueillis par les deux aînés. Ils s'inquiètent immédiatement en voyant du sang sur les vêtements de Mugen, mais il leur assure que ce n'est pas le sien. Il lui demande ce qui s'est passé à la secte, et il leur dit qu'il est simplement allé emprunter de l'argent. Mugen prétend que le clan a besoin d'argent car ils doivent nourrir leurs guerriers pour empêcher le peu qu'il leur reste de s'enfuir. Les aînés ne veulent pas croire que c'est la secte qui a prêté de l'argent à Mugen, et ils supposent qu'il l'a volé. Mugen dit aux aînés que la secte a tout documenté dans son registre, conformément à ce qu'il leur a dit. Mugen dit alors à l'aîné que tout ce dont il a besoin d'eux est de prendre soin de ses frères et sœurs et de s'assurer qu'ils sont bien nourris et vêtus. Après avoir donné ses instructions, il leur souhaite simplement bonne chance avant de s'éloigner. Mugen visite ensuite la salle commémorative de ses parents, mais comme il n'avait pas de parents dans sa vie antérieure, il ne sait pas quoi dire. Il ouvre finalement la bouche pour leur dire que le problème d'argent était résolu, et il promet également de prendre soin de ses frères, sœurs et serviteurs, et par là, il exhorte ses parents à reposer en paix dans l'au-delà. Il leur assure également qu'il va mettre une raclée à Dobo pour l'avoir défié en duel.
À son insu, il est observé par Soyon et Dojin, et les enfants ont l'air absolument impressionnés. Plus tard, Mujin a commandé 3 épées qui pèsent 50 kg, 80 kg et 110 kg respectivement. Les serviteurs qui ont apporté les épées se sont presque cassé le dos en le faisant, mais Mujin est juste content que ces épées soient enfin arrivées. Sok est obligé de lui demander ce qu'il compte faire avec des épées aussi lourdes et Mujin sourit, disant qu'il prévoit de faire ce que tout le monde fait avec une épée, c'est-à-dire la balancer. Mujin saisit avec enthousiasme l'épée de 50 kg et prévoit de commencer avec elle. Cependant, son sourire s'efface vite quand il réalise que l'épée est trop lourde pour qu'il la soulève. Il conclut que ce corps n'est qu'une nullité. Cependant, il n'est pas prêt à abandonner. Néanmoins, il se rend compte qu'il peut la soulever un peu s'il utilise ses 2 mains. Mujin voit Sok le regarder avec dégoût, et il l'exhorte à aller préparer son repas. Il lui rappelle d'ajouter beaucoup de viande à sa nourriture, et Sok s'éloigne, abattu et inquiet. Mujin s'assoit avec l'épée, poussé par le fait qu'il n'a que 2 semaines pour s'entraîner à fond avant le duel. La constitution de son corps, qui est le corps martial céleste, est le total opposé des arts démoniaques que son maître lui a enseignés. Il comprend que la seule solution qu'il a est d'apprendre l'art martial de l'ami de son maître, les 9 épées sans pareil. Refusant d'abandonner, il commence à balancer l'épée avec force à l'intérieur de la maison. Pendant ce temps, Dobo a reçu l'information que Mujin a traité les garçons Bongo si durement qu'ils ne pourront pas bouger pendant 2 semaines. Dobo est surpris d'entendre cela puisque Mujin manque d'un noyau d'énergie pour avoir réussi ça. Dobo sourit calmement en pensant à préparer quelque chose de sinistre avant le combat. Dobo est également excité de voir ce que Mujin cache en lui quand ils s'affronteront, finalement en duel. Un instant plus tard, Mujin commence à entraîner son corps de la manière la plus dure possible. Il se dit qu'il devrait être capable de pousser le corps à ses limites puisque c'est un corps béni par les cieux. Pendant l'entraînement, Sok prépare toujours tout ce dont il a besoin. Il croit qu'avec ces préparations, il aura enfin la chance de commencer son entraînement à fond. Il ramasse l'épée de 50 kg et commence à la faire tournoyer, tout en se souvenant de ce que son ancien maître lui a dit. Après avoir essayé la première forme, Mujin ne perd pas de temps et passe à la deuxième forme. Il se souvient que son maître lui a dit que peu importe l'arme qu'il affronte, il en sortira victorieux. Au fur et à mesure que l'entraînement progresse, il se rend compte qu'il est déjà en train d'être submergé, mais il comprend qu'il doit endurer. En un rien de temps, il se retrouve à manier l'épée confortablement et même à bondir dans la pièce comme si l'épée n'était pas lourde. Un instant plus tard, il passe à la 3e forme tout en faisant de son mieux pour contrôler son chi pour qu'il devienne aussi puissant que possible. Pour l'aider dans son entraînement, il a un tas d'articles d'entraînement déjà préparés pour simuler à quoi ressemblera une vraie bataille. Son premier adversaire était une balle dure qu'il a réussi à esquiver pendant un certain temps avant d'être touché par derrière. Après cela, il affronte des bambous à pointe et en utilisant la 4e forme de l'épée, il coupe les bambous. Apparemment, sa technique d'épée peut paraître simple, mais elle est assez dangereuse car elle peut trancher tout un tas de choses. Même en essayant de toutes ses forces, il n'a pas réussi à toucher les bûches volant vers lui avec sa 4e forme, le forçant à passer à la 5e forme. Cette fois, il les tranche toutes avec sa puissante 5e forme. Avec la puissance de son épée, il est confiant que rien ne peut l'arrêter et que le nombre ne compte pas. Après avoir passé les bûches, il affronte des bougies placées dans des bambous et pour cela, il emploie sa 6e forme. Il a balancé son épée si fort qu'elle a éteint toutes les bougies d'un seul coup. Une fois qu'il a surmonté cela, il comprend que sa prochaine étape est à l'extérieur de la maison où il peut utiliser sa 7e forme. Utilisant sa puissante 7e forme, il réussit encore une fois. En un rien de temps, il atteint la 9e forme avec la détermination que rien ne peut résister à son épée. Il atteint finalement le stade ultime de l'épée et s'effondre au sol, soulagé. Mais en même temps, il n'est pas totalement énervé car il ne peut pas reproduire sa forme finale, son ancienne vie. Il se souvient des leçons de son maître quand il était plus jeune. Mais au début, il n'a jamais vraiment pris l'enseignement de son maître au sérieux. Il croit que l'ami de son maître plaisantait simplement en racontant des exploits insensés et impossibles sur le fait de tout trancher avec. Son maître admet que ça peut sembler fou. Mais il n'est pas prêt à laisser l'art martial de son ami mourir. Comme il n'a pas pu en hériter correctement, il veut que Muji le fasse en son nom. Son maître lui fait savoir que son défunt ami était le seul épéiste capable de rivaliser avec ses compétences. Pour rendre les choses plus intéressantes, il n'avait pas de chi. Mais le maître de Muji dit qu'il y a la possibilité qu'il utilisait des arts du mouvement. Parce que les membres de sa secte ne pouvaient pas l'apprendre correctement, il a décidé de l'enseigner au maître de Muji pour essayer de le transmettre à quelqu'un d'assez digne. Après avoir entendu cela, Muji éclate de rire pour se moquer de cet article. Mais son maître lui donne une pichenette sur la tête, si fort que ça lui fend presque le crâne. Il dit à Muji qu'il doit suivre toutes les instructions qu'il lui donne, et Muji n'a d'autre choix que d'accepter les volontés de son maître. Son maître lui a dit que s'il exécutait l'art de l'épée 1 millier de fois, son corps changerait. Mais s'il l'exécutait 100 000 fois, son chi commencerait à pénétrer son épée. En gros, la brandir 1 millier de fois le rendra invincible, même face au plus puissant épéiste. Muji a été stupéfait par ça, car il lui faudra 3 ans pour terminer le cycle s'il brandit son épée 1 millier de fois par jour.
Muji demande alors à son maître si son ami égalait vraiment son talent, mais il répond qu'il n'en a aucune idée, mais il est presque sûr que l'un d'eux serait mort s'il s'était battu à fond. Pour cette raison, Muji est devenu curieux de savoir quel genre d'homme était l'ami de son maître. Muji se réveille finalement après plusieurs gifles retentissantes de Sok. Muji se rend compte qu'il a un long chemin à parcourir car il s'est évanoui après avoir pratiqué le mouvement une seule fois, et il est loin d'humilier. Néanmoins, il doit manger car il est déjà tard, et quand il regarde l'assiette de nourriture en face de lui, il se rend compte que c'est du porc. Il est déçu et dit à Sok de prendre du porc la prochaine fois, puisque c'est le plus facile pour prendre de la masse. Il fait savoir à Sok qu'il est libre d'utiliser l'argent que ils ont emprunté à la secte Bongo car il peut facilement en emprunter plus tard. Il dit à Sok que son plan est de continuer à manger du bœuf pendant toute la durée où il combat Dobo. Sok demande alors à Muji quand il a appris les arts martiaux qu'il connaît, car il est presque sûr Muji ne connaissait pas les arts martiaux auparavant. Comme Muji l'a déjà dit à ses frères et sœurs, il se dire à Sok n'est pas non plus une mauvaise idée. Muji révèle alors qu'il n'est pas le vrai Muji car sa véritable identité est celle du démon divin. Sok suppose que Muji plaisante et débite des sornettes fantastiques. Sok dit qu'il a seulement peur que Muji ne perde la mémoire et ne disparaisse un jour. Mais Muji le saisit, l'assurant qu'il ne quittera pas le clan tant qu'il ne sera pas devenu le plus grand clan de tout le Sichuan. Après tout, Muji n'a pas le choix puisqu'il n'a rien d'autre à faire. Sok nargue son maître, disant qu'il raconte n'importe quoi, mais cela lui vaut une pichenette douloureuse à la tête. Une fois leur discussion terminée, Muji dit à Sok qu'il peut partir et Sok fait son départ. Pendant ce temps, les deux anciens du clan essaient de s'enfuir avec les enfants avant le duel. Car ils pensent que Dobo va tuer Muji, ce qui rendra le clan vulnérable. Peu après, Muji s'est entraîné comme un forcené, si bien qu'il est maintenant capable de porter les 70 kilos de l'épée d'un seul bras. Cependant, sa technique reste instable et il n'a plus qu'une semaine avant le duel. Il transpire dans la salle d'entraînement lorsque les enfants entrent pour prendre de ses nouvelles. Muji leur enjoint de partir car c'est dangereux pour eux d'être là. Les enfants disent à Muji qu'ils sont seulement inquiets à son sujet, car ils l'ont vu se donner à fond ces derniers jours. Soyant craint que Muji fasse tout ça à cause de ce qu'elle a dit, mais elle lui fait savoir qu'elle ne le pensait pas, qu'elle était juste en colère. Regardez, les deux enfants rappellent à notre héros les frères et sœurs de son amante de sa vie passée. Muji leur tape sur la tête, en leur disant que ils n'ont aucune raison de s'inquiéter. Les deux enfants se mettent à imiter Muji tout en louant sa superbe posture. La façon dont ils se disputent pour savoir qui a tort ou raison lui rappelle l'époque difficile de son entraînement avec son maître. Soudain, il réalise que le plus important avec l'épée sans pareil des neufs est la technique de respiration. Réalisant cela, Muji dit aux enfants qu'il va gagner à tout prix, et leur enjoint de retourner dans leur chambre. Les enfants s'inquiètent, mais supposent que tout ira bien. Une fois qu'il est seul, Muji commence la technique de respiration tout en brandissant son épée avec force. Avec l'aide de la technique de respiration, il est capable d'utiliser toute son énergie interne accumulée d'un seul coup. Avant qu'il ne s'en rende compte, il a déjà saisi le concept des arts du mouvement, un art essentiel où l'on accumule de l'énergie interne par le mouvement. En gros, les arts du mouvement sont considérés comme des arts martiaux inférieurs, c'est pourquoi les gens n'en font pas grand cas. Grâce à la technique de respiration, Muji peut brandir l'épée beaucoup plus facilement, ce qui lui donne la force de trancher une statue. Pendant ce temps, on voit Johan Bong parler à Salk du changement soudain de Muji. Salk tente d'attribuer la soudaine bonne santé de Muji à la seule session de Wudang qu'il a subie, mais Jio n'est pas dupe. Il dit à Salk de s'assurer de lui rapporter tous les changements qu'il remarquera. Salk se dirige vers le lieu d'entraînement de son maître, et le trouve sans dessus-dessous. Il essaie de lui dire que son repas est prêt, mais Muji est disant que la salle d'entraînement est trop petite pour lui. Pour cette raison, Muji dit qu'il va commencer à utiliser le hall d'entraînement. Muji se dirige vers le grand hall d'entraînement pour y trouver d'autres guerriers en train de s'entraîner, et tous ont les yeux rivés sur lui. Salk dit aux autres guerriers qu'il va devoir s'entraîner seul et leur suggère de partir. Il leur enjoint d'utiliser l'autre salle d'entraînement, mais les guerriers se demandent pourquoi un type à moitié mort leur donne des instructions. Ils ne croient pas que Muji soit un véritable artiste martial juste parce qu'il a une épée. Muji remarque leur changement d'humeur et le fait remarquer. Les autres guerriers veulent tenir tête à Muji, mais le chef d'escouade, Shael Buan, dit à ses hommes de quitter la salle pour le jeune maître. Shael est convaincu que Muji a de nouveau perdu la tête. C'est alors avec Shael, lui disant qu'il devrait se comporter en homme et lui parler directement. Shael se retourne alors, et Muji suggère qu'ils se battent puisqu'ils sont des épéistes. Shael dit qu'il ne le fera pas car Muji est le futur chef du clan. Muji dit alors à Shael de rester un lâche, et de ne plus se montrer, puisqu'il sait qu'il ne peut pas tenir sa parole. C'en est assez pour que Shael dégaine son épée, prêt à affronter Muji. Le combat commence, et Muji plante immédiatement son épée dans le sol avant de bondir vers Shael dans un geste audacieux. Il arrive sur Shael et lui pousse la tête avant même qu'il puisse réagir. Les guerriers sont réellement déconcertés car ils n'ont jamais vu un duel sans épée auparavant. Muji continue de s'amuser avec Shael en se déplaçant très vite pendant que Shael a beaucoup de mal.
Chael est vite frustré et il dit à Muji de se battre comme un homme et d'arrêter d'esquiver ses attaques. Muji accepte finalement de le prendre au sérieux. Un peu en prenant son épée, mais Chael ne perd pas de temps à l'ouvrir, disant que Muji est à blâmer pour tout ce qui est arrivé au clan. Puisque Muji est la cause des problèmes, Chael pense qu'il ne mérite pas d'apprendre les arts martiaux. Chael fonce sur Muji, mais celui-ci l'intercepte avec la 9e forme de sa technique de l'épée sans pareil, ce qui secoue son énergie interne. Muji ne laisse aucun répit à Chael et lui assène un coup de poing dévastateur au visage. Chael est envoyé au tapis, du sang giclant partout, tandis que Muji lui fait savoir que les choses vont être différentes. En s'écrasant au sol, Chael réalise enfin la vérité, Muji a complètement changé. Il peut sentir la détermination brûler dans le corps de Muji, contrairement à avant. Chael touche le sol, choquant Sok et les autres guerriers qui regardent le duel. Les guerriers courent voir leur chef qui est à terre, complètement assommé. Muji se tient là en vrai vainqueur, demandant à Chael s'il a un problème avec sa victoire. L'un des guerriers crie sur Muji, lui disant qu'il a utilisé une technique de lâche. Chael se ressaisit et hurle au gars de la fermer avant d'admettre qu'il a vraiment perdu. Chael présente ses respects à Muji tout en lui disant qu'il a vraiment appris de lui. Muji accuse réception de son respect et lui dit qu'il peut partir, alors que les guerriers quittent la salle. Muji dit à Sok de les rejoindre, car il veut vraiment être seul. Le guerrier mécontent continue de se plaindre, et il croit que Chael a ménagé Muji. Mais celui-ci lui fait savoir que non, car il avait l'intention de le laisser à moitié mort. Le type ne veut pas le croire, mais Chael lui dit qu'il est très sérieux. Chael dit qu'il ne connaît pas toute l'histoire, mais il est évident que leur jeune maître s'est amélioré de façon exponentielle. Sok, de son côté, se demande aussi quand Muji a-t-il changé. Mais en même temps, il est reconnaissant qu'il ait changé. Cette nuit-là, les deux anciens une réunion concernant le duel à venir. Les deux sont dans le clan depuis plus de 36 ans et étaient loyaux depuis lors. Ils parlent de la splendeur de l'empereur de la flamme dans sa jeunesse. C'était un jeune homme compétent qui faisait étalage des arts martiaux d'une manière telle que même le puissant clan Tang devait admettre qu'il était unique en son genre. En gros, les anciens étaient fascinés par sa force. Ils lui ont tous deux juré allégeance. Joe croit qu'ils essaient de briser la loyauté. Mais Do n'est pas d'accord, disant qu'ils ont juste besoin de résoudre le problème de la lignée. Do dit qu'il s'occupe de Muji depuis 17 ans, mais le clan est en déclin depuis ce temps. Les deux pensent qu'ils en ont assez fait, et que l'empereur de la flamme ne pourra les blâmer une fois qu'ils auront atteint l'au-delà. En gros, ils ont rassemblé l'argent dont ils ont besoin pour déménager, et en plus de cela, quelques artistes martiaux pour les aider. Do dit alors à Joe qu'il devrait partir le premier, pendant qu'il reste pour s'occuper encore un peu de Muji. Apparemment, le maître martial de la secte Kondong engagé par les Xianghua sera le témoin du duel. Joe est surpris de l'entendre, car tout cela ressemble à de la triche. Le groupe de marchands fondamentalement une bande de salauds qui s'assureront qu'il ne reste rien du clan HW. Do dit à Joe de prendre les enfants et de l'attendre à l'endroit convenu. Même si ce sera un choc énorme pour les enfants. Plus tard, Muji se rend compte que la quantité de bœuf qu'il reçoit diminue, ce qui l'amène à demander à Sok pourquoi. Sok révèle alors que l'intendant lui donne peu d'argent, et même si Muji est furieux de toute cette affaire, il la met de côté pour montrer à Muji sa tenue cool. Sok brise sa belle imagination, en lui disant qu'il était mieux quand il était tout bandé. Quand il est temps de partir pour le duel, Muji tombe sur Do devant la maison. Muji pense d'abord qu'il est là pour l'arrêter, mais il dit non, révélant qu'il est en fait là pour le suivre au duel. Muji se rend compte que Do ne fait que s'inquiéter alors que tout ce qu'il a l'intention de faire est de réduire son rival en bouillie. Avec ça, Sok et Do rejoignent Muji en route pour le lieu du duel. Dans partout grouille une foule qui veut voir le duel, et ceux qui sont là pour parier. À cause des côtes élevées placées sur Muji, la plupart misent leur argent sur lui. Un instant plus tard, il arrive dans l'arène avec des sucettes dans la bouche, et ceux qui l'ont vu croient qu'il est un faible et préféreraient même annuler leur pari. Quand il entre dans l'arène, il rencontre Choyong, qui lui demande s'il veut vraiment aller de l'avant avec le duel. Les spectateurs, en entendant cela, croient que c'est Muji qui a demandé le duel en premier malgré sa faiblesse, et ils croient que sa folie fait des ravages. Muji est complètement furieux quand il se rend compte que le groupe les fait déjà passer pour les méchants, et il a l'intention de les punir pour ça. Muji dit avec confiance à Choyong qu'il ne va pas rester les bras croisés et la laisser voler le manuel secret de son clan, c'est précisément pourquoi il doit les combattre. Les spectateurs sont choqués d'entendre cela car ils ne s'attendaient pas à ce qu'un groupe de marchands s'en prenne à une technique secrète d'arts martiaux. Choyong est totalement confiante quant à la tournure des événements, et elle croit que Muji va payer pour avoir essayé de jouer les durs. Le feu est allumé et toutes les préparations sont prêtes pour le duel. L'hôte annonce que le témoin du duel sera Han Yigon de la secte Kondong. On voit Han debout sur le balcon, l'air cool et fort, prêt à être le témoin des volontés de son maître. Il dit à Dobo et Muji de se battre loyalement devant la foule qui les regarde. Juste à ce moment, Dobo fait une révélation choquante, disant à Muji que la tenue martiale qu'il porte actuellement a été envoyée personnellement par lui pour commémorer le retour de Muji. Muji sourit.
En entendant cela, et il sort sa grande épée, disant à Dobo qu'il n'aura pas d'autre choix que de rendre les marchandises restantes après le duel. Toute la foule est choquée de voir ça parce que ils n'ont jamais vu quelqu'un s'engager dans un duel avec une si grande épée. En plus de cela, ils croyaient tous que l'empereur de la flamme est connu pour ses arts martiaux à main nue. Même Dobo est choqué, et il demande à Sok si Muji a dit quelque chose d'inhabituel. En gros, les deux ont d'abord suggéré à Muji de fuir car il pense qu'il n'a aucun moyen de vaincre son adversaire. Cependant, Sok commence à avoir une sorte de foi en Muji, disant qu'il pourrait avoir une chance. Mais la conviction de Dobo est complètement différente. Une fois que les deux côtés sont prêts, l'arbitre frappe la cloche pour commencer le combat. Enragé, Muji s'en prend à Dobo d'entrée de jeu. Il brandit sa grande épée contre lui, délivrant une attaque puissante et dévastatrice. Dobo esquive de justesse le coup, mais celui-ci détruit le sol qu'il touche. Les spectateurs sont stupéfaits car ils ne s'attendaient pas à ce que Muji soit aussi rapide et exceptionnellement fort. Ce que tout le monde croyait, c'est que Muji n'avait aucune capacité en arts martiaux, mais il se déplaçait d'une manière si folle. Même Dobo est complètement choqué car il s'attendait à un duel très facile. Muji poursuit son attaque en chargeant vers Dobo. Une fois de plus. Il continue de brandir son épée vers lui, mais Dobo parvient à bloquer son coup, et ils se tiennent, au coude à coude l'un contre l'autre. Cela produit un bruit de choc et un spectacle magnifique à voir. Choyon est surprise que Muji tienne tête dans le combat plus qu'elle ne l'aurait cru. Cependant, elle est convaincue que peu importe l'entraînement qu'il a suivi, il est encore loin du niveau de Dobo. Muji continue de brandir sa grande épée vers Dobo, mais ce dernier l'esquive facilement, grâce à sa souplesse. Au fur et à mesure que le combat progresse, Dobo réussit à placer une contre-attaque qui envoie Muji en arrière, et il jure qu'il va laisser Muji dans une situation pire qu'avant. Il est confiant d'avoir ce qu'il faut pour briser la volonté d'un homme. Debout sur le balcon, Do avoue qu'il est impressionné par la façon dont Muji tient bon dans le combat. Sok dit alors à Do que d'après ce qu'il voit, Muji n'a même pas encore révélé son atout maître. Do pense que Sok dit n'importe quoi, mais Sok mentionne qu'il a secrètement regardé Muji s'entraîner seul, et il assure à Do que quelque chose de plus puissant est à venir. Alors que le combat progresse, Muji se rend compte que sa force est actuellement à égalité avec celle de Dobo, ce qui l'amène à remettre en question la procédure d'entraînement. Cependant, il n'est pas inquiet, car peu importe la force de son adversaire, il gagnera toujours, et cette fois, il a l'intention de tuer Dobo. Pendant ce temps, Joe transporte les frères et sœurs de Muji, et il est arrivé à destination avec eux, endormi. Il se souvient que Do lui a dit que la raison pour laquelle il ne vient pas encore est qu'il aimerait rester dans les parages et récupérer ce qui restera de Muji après que Dobo l'aura tué. Même si Joe ne sait pas si ce qu'ils font est bien, au moins ils ont déjà commencé. De retour dans l'arène, les deux continuent de s'affronter. Muji n'est pas inquiet car il croit que Dobo n'est qu'un débutant pour lui. Les deux continuent d'échanger des coups, et même s'il semble qu'ils soient à égalité, certains pensent que Muji a en fait le dessus. Les gens ont commencé à dénigrer Muji en disant qu'il n'est pas si impressionnant. C'est alors que Dobo lance une puissante attaque qu'il vise directement sur Muji. Do et Sok s'évanouissent presque en regardant l'attaque. Foncent droit sur Muji, et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est prier pour qu'il esquive réellement l'attaque. Réalisant que Dobo l'a cerné, Muji emploie la première forme des 9 épées sans égale, le pas préventif. Dobo porte son coup, mais grâce à la technique que Muji a utilisée, il est capable de le bloquer, laissant la foule sous le choc. Même Dobo est choqué, et il est forcé de reculer. Réalisant que Muji devient fou, Dobo rassemble son énergie intérieure en préparation d'un coup final. Cependant, Muji se moque de lui, disant que sa concentration d'énergie intérieure est trop lente. Muji active alors la deuxième forme de sa technique, et il fonce sur Dobo avec une grande malveillance. Dobo peut le sentir, et tout ce qu'il peut faire est de bloquer l'attaque de Muji en difficulté, le laissant totalement confus car il n'arrive pas à croire qu'il est en train de perdre contre Muji. Dobo met toute sa force pour bloquer l'attaque de Muji, mais avant qu'il ne s'en rende compte, son épée se brise juste devant lui. L'épée de Muji passe à travers, tranchant Dobo très violemment. Dobo est projeté au sol tandis que Choyon crie frustration en appelant le nom de Dobo. Dobo gila dans une mare de son propre sang avec son bras droit manquant, et Muji gagne automatiquement le duel. Muji se dirige alors vers le bras de Dobo et dit qu'il va l'emporter avec lui en paiement pour les 17 ans de rancune. Choyon est choqué d'entendre cela, et Muji dit que le groupe de marchands pourrait bien trouver un moyen de rattacher son bras. Anne saute de l'endroit où il regarde pour voir comment va Dobo. Choyon se précipite également vers eux, et Anne mentionne que le noyau d'énergie de Dobo a également été détruit. Anne fixe Muji du regard, lui demandant s'il devait vraiment aller aussi loin. Muji fait l'étonné, demandant à Anne ce qu'il voulait dire par ce qu'il a dit, et Anne répond qu'il y avait un écart de compétences évident car le combat était déjà terminé depuis longtemps. Muji répond alors que, puisqu'il a une grande gueule, il a aussi beaucoup de choses à dire. Muji demande s'il était vraiment nécessaire d'utiliser la frappe du poing des 7 blessures sur la tête d'un enfant de 5 ans sans aucune compétence en arts martiaux. Avec une rage pure dans les yeux, Muji dit à Anne que ce qu'il de faire n'est qu'une manière de clore une rancune qu'il nourrit depuis 17 ans. Muji ajoute également qu'ils vont commencer à payer pour tout ce qu'ils ont fait contre les Joa Clan. Avec une malveillance évidente,
il exhorte Anne et ses subordonnés à très bien se préparer. Choyon s'effondre à genoux de douleur, jurant qu'elle n'oubliera jamais ce que Muji vient de faire. Alors que Muji quitte la scène, les spectateurs acclament sa victoire car ils sont impressionnés par la façon dont il a écrasé Dobo. En plus des belles choses dont ils ont été témoins, ils ont réalisé qu'ils n'avaient jamais vu l'épée qu'il avait utilisée auparavant. Ils sont tous excités car un nouveau maître des arts martiaux est né. Do et Sok se précipitent pour retrouver Muji, et il leur dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Alors qu'il s'éloigne, il se retourne soudainement, demandant à Do s'il a dépensé tout l'or qu'il lui a confié. Do répond nerveusement qu'il en reste encore un peu. Muji dit alors qu'il devra peut-être passer par la secte Bongo car il devra emprunter de l'argent. Soudain, il dit à Do qu'il se fiche que lui, Joe et les autres artistes martiaux veuillent partir, mais il lui fait savoir qu'il y aura de graves conséquences. Essaie de lui enlever ses frères et sœurs. Il dit cela avec une telle intention meurtrière que ça en paralyse presque Do sur place. Pendant ce temps, ses frères et sœurs crient déjà sur Joe pour les avoir emmenés, alors qu'ils étaient censés regarder le duel de leurs frères. Joe sait qu'ils sont finis, quand il lit la lettre que le pigeon vient de livrer et réalise que Muji a gagné de manière inattendue le combat. Do lui a dit dans la lettre qu'ils avaient été découverts et l'a exhorté à retourner à la maison immédiatement. Sans tarder, Joe repart vers la maison, mais dans la peur, tandis que les enfants célèbrent le fait qu'ils veulent rentrer voir leur frère. Plus tard, Muji dit à Do qu'il est pour lui de s'occuper de la secte Bongo et il dit à Do de ne s'inquiéter de rien. Même si Muji est maintenant considéré comme capable, Do l'exhorte à ne pas s'impliquer avec la secte sociale de quelque manière que ce soit. Réalisant que le vieil homme ne fait que trop réfléchir, Muji lui dit qu'il ne le fera pas. Sur ce, Muji part à la rencontre de la secte Bongo. Mais Sok craint que les choses ne tournent horriblement mal. Muji dit qu'il ne peut plus retarder les choses, et il exhorte Sok à rester très près derrière lui. Un instant plus tard, Muji arrive à la secte Bongo. Choquant Maa car il n'aurait jamais pensé revoir Muji. Muji dit à Maa qu'il est là pour rembourser ses dettes tout en se moquant de Maa parce que leur secte a maintenant l'air déserte. Maa essaie de dissimuler leur perte en disant que la plupart des parieurs de la région sont seulement partis parce qu'ils devaient regarder son duel contre Dobo. Puisqu'il prétend que tout le monde est allé le voir se battre. Muji lui demande s'il a organisé des paris sur son match. Sans aucun doute, Muji est à peu près sûr qu'ils lui ont donné la cote la plus élevée. Et grâce à cela, ils auraient gagné une énorme somme d'argent. Puisqu'ils ont gagné de l'argent, Muji révèle automatiquement son intérêt et Maa sait évidemment qu'il est sur le point de les plumer. Pour éviter d'avoir des ennuis avec lui, Maa lui dit qu'ils vont exprimer leur gratitude. Muji est ravi d'entendre cela puisque tout le monde aime évidemment Maa peut sentir l'aura glaciale émanant du corps de Muji et cela montre simplement qu'il est rempli d'une immense intention meurtrière. Muji interroge alors Maa sur son patron, ce qui choque Maa qui lui demande pourquoi il veut savoir où est leur patron. Muji frappe la table de sa main en disant à Maa qu'il est énervé quand il doit poser une question plus d'une fois. Muji est sur le point de se déchaîner lorsque le chef de la secte, Shewin Gil, apparaît dans la pièce. Muji est surpris de voir un visage laid qui s'avère être le chef de la secte. She avoue que ces hommes lui ont déjà parlé de Muji et Muji lui demande pourquoi il est si difficile de le voir. Muji ne se retient pas de le narguer, lui disant qu'il a un visage laid. Derrière She se tient un type intéressant et Muji demande si ce type est son serviteur. De ce type émane une pure malveillance et il s'avère être le corbeau noir de la mort, de la secte sociale. Corbeau noir gronde Muji pour avoir lorgné son argent et bien qu'on lui ait dit d'éviter la secte sociale, Muji se retrouve à en regarder un. Muji dit simplement au type de la fermer, s'il ne veut pas mourir. Corbeau noir se précipite avec colère sur Muji, prêt à le déchiqueter. Ce qui effraie Sok. Muji ne sent aucune menace venant de Corbeau noir car il est déterminé à éliminer quiconque se met en travers de son chemin. Muji lance une baguette sur Corbeau noir et avec tant de puissance. Derrière, il lui perfore la main. C'est à ce moment que Corbeau noir réalise que Muji n'est pas un type ordinaire, et qu'il doit le prendre au sérieux. Muji dit alors à Corbeau noir qu'il ne veut aucun compliment de la part de quelqu'un d'aussi minable que lui, mais cela met Corbeau noir en colère et il court à nouveau furieusement vers Muji. Cette fois, Muji décide de l'intercepter et il court vers lui mais disparaît soudainement juste devant lui. Il apparaît derrière lui, le choquant. Corbeau noir lance frénétiquement des coups sur Muji mais il les esquive facilement tout en montrant clairement qu'il joue avec lui. Corbeau noir n'arrive pas à croire que quelqu'un d'aussi jeune que Muji esquive réellement ses attaques. Muji décide alors de faire un trou de plus à Corbeau noir. Muji enfonce la baguette dans son œil gauche, lui causant une telle douleur que ses cris effraient ceux qui regardent. Corbeau noir tombe à genoux en traitant Muji de salaud, lui disant que la secte sociale viendra le chercher pour avoir attaqué un membre. Muji est curieux de voir de quoi la secte est capable et il donne un coup de pied à la tête de Corbeau noir tout en lui disant d'exhorter la secte sociale à venir l'affronter autant qu'ils le veulent. Cependant, avant que la secte n'arrive, Muji fait savoir à Corbeau noir qu'il ne quittera pas la pièce vivant. C'est alors que Corbeau noir commence à supplier, disant à Muji qu'il est à lui donner tout ce qu'il veut tant qu'il lui laisse la vie sauve. Muji est surpris que Corbeau noir désire vivre, mais puisqu'il lui a offert la richesse, Muji se retient de l'envoyer dans l'au-delà. Corbeau noir dit que toute sa richesse est à Tchong mais il promet de la ramener.
Muji est prêt à accepter l'accord mais il l'assure qu'il est un homme mort s'il ne revient pas avec l'argent. La peur envahissant son corps, il se précipite en promettant de revenir aussi vite que possible. Une fois qu'il en a fini avec Corbeau Noir, il se tourne vers Tché qui est déjà en train de pisser dans son froc. Et il lui dit qu'il est temps de régler leurs dettes. Tché tombe immédiatement à genoux, suppliant d'être épargné tout en promettant de donner tout ce qu'il a. Muji en rit, disant à Tché qu'il n'a rien à lui offrir car ses propriétés sont déjà les siennes. Tché est confus en entendant cela et Muji lui dit d'ajouter les profits qu'il a tirés des roturiers en plus des vies qu'il a ruinées en manipulant les clans martiaux pour égaler ses actifs. Les larmes aux yeux, Tché dit qu'il est prêt à tout donner à Muji mais cela énerve Muji. Et il fait éclater le cerveau de Tché en lui rappelant qu'il ne peut pas lui offrir ce qu'il a déjà. La peur saisit tous ceux qui regardent et Muji se tourne vers eux en leur demandant qui vient après lui dans la chaîne de commandement. Mok s'avance rapidement en disant qu'il est le vice-chef de la secte et il tombe à genoux, suppliant d'être épargné. Il promet à Muji qu'il vivra honnêtement si on lui donne une autre chance. Parce qu'il a plaidé sincèrement, Muji a décidé de lui laisser la vie sauve. Muji demande alors à Ma combien valait Tché et Ma commence par sa maison. Il dit que tout vaut 4000 pièces d'or et que les actifs de Bongo s'élèvent à environ 10 000 pièces d'or. De plus, il y a un tribut de 500 pièces d'or de la secte Sozal. En gros, le tout totalise plus de 20 000 pièces d'or et Muji mentionne qu'il veut que tout lui revienne. Ma lui dit alors qu'il va tout préparer et le lui apporter. Muji est ravi d'entendre cela car il veut que tout soit réglé sans délai. Une fois Ma partie, Muji regarde les autres officiers de la secte avec une expression très mortelle et leur dit de commencer à négocier leur vie. Cela les choque et il leur rappelle que Ma est la seule personne qu'il a promis d'épargner. La peur les saisit et il commence à supplier pour être épargné. Un instant plus tard, Muji rentre chez lui, avec plusieurs boîtes remplies de trésors et d'argent, laissant Do sous le choc. Il dit à Do que chacune des boîtes contient environ 400 pièces d'or. Do essaie de rappeler à Muji que la secte Bongo est soutenue par la secte Sozal. Cependant, le principal problème n'est pas la secte Sozal mais qui est allié avec eux. Et c'est un type effrayant nommé Jussu Gang. Do ajoute que la secte a aussi le Corbeau Noir et le Corbeau Rouge. Au moment où il entend Corbeau Noir, Muji dit à Do qu'il s'est déjà occupé de lui. Cela choque Do et Muji lui dit de ne pas le mettre au même niveau que lui ou Joe. Car quiconque vient chercher des ennuis au clan finira 6 pieds sous terre. Après avoir dit cela, il dit à Do de lui apporter du bœuf et il ordonne également que ses frères et sœurs soient à leur retour. Alors que Muji se retourne pour partir, Do n'arrive pas à croire que Muji a déjà fait peur à Corbeau Noir qui est considéré comme une menace dans toute la région. Do réalise essentiellement Muji est totalement différent de la personne qu'il connaissait. Pendant ce temps, Choyeon a engagé des assassins pour éliminer tout ce qui est cher à Muji. Mais elle leur ordonne de ramener l'un des enfants vivants. Par le passé, le clan de la Flamme HW était très prospère et l'homme remarquable connu sous le nom d'Empereur de la Flamme suscitait l'admiration d'innombrables artistes martiaux qui l'observaient constamment. Il a même reçu des louanges du prestigieux clan Tang du Sichuan. En une seule génération, le clan de la Flamme HW est devenu un clan martial que personne ne pouvait ignorer. Ceux qui sont considérés comme les plus grands artistes martiaux y réfléchissent à 2 fois avant de s'en prendre au clan de la Flamme HW. C'est pourquoi, il fut un temps où les habitants de Shichan acclamaient passionnément les membres du clan lorsqu'ils marchaient dans les rues. Cependant, après la mort de l'empereur de la Flamme, le patriarche suivant a montré à quel point il était nul. Et à cause de cela, le clan de la Flamme HW a progressivement décliné. Ceux qui avaient été loyaux à la famille ont commencé à s'en aller, les uns après les autres. Ainsi, l'image de l'empereur qui régnait autrefois sur son monde s'est divisée entre ceux qui se souviennent de lui et ceux qui ne s'en souviennent pas. Mais la seule chose qui reste, c'est qu'il était un homme extraordinaire. Parce que Muji dégage une aura immense lorsqu'il marche, les anciens commencent à le comparer au défunt empereur. Peu après, des guerriers blessés arrivent pour dire à Du qu'ils sont tombés dans une embuscade tendue par des assassins. Et l'ancien Joe et une poignée de guerriers sont les seuls à combattre les assassins. Au moment où Deo entend cela, il réalise que les 2 jeunes sont en danger, et il dit aux guerriers de prévenir Muji immédiatement pendant qu'il part devant lui. Dans la forêt, Joe se retrouve à affronter les assassins, car les guerriers qui l'accompagnaient ont été abattus. Même face à un immense danger, il reste ferme, prêt à tout pour protéger les enfants. Alors qu'il est sur le point d'être submergé, Deo arrive juste à temps pour lui prêter main forte. Cela énerve les assassins parce qu'ils avaient presque accompli leur mission avant l'arrivée de Deo. Le chef des assassins crie sur ses hommes, leur ordonnant d'abattre les 2, et une autre bataille féroce s'ensuit. Deo réussit à échanger quelques coups avec les assassins, mais la vieillesse le rattrape vite et les assassins prennent le dessus. Avant qu'il ne s'en rende compte, il est blessé à l'épaule, ce qui le force à reculer. L'un des assassins fait alors de Deo sa mission, et il dit à ses camarades de tuer l'un des enfants. Il repousse Deo, le forçant à rester sur la défensive, mais Deo refuse de reculer. Quelques instants plus tard, Deo est gravement blessé et il hurle de douleur. Deo s'effondre au sol, sans aucun moyen de se défendre ou de défendre les enfants. Puisque Deo est hors jeu, les assassins concentrent leur attention sur les enfants, se demandant lequel d'entre eux ils vont tuer ou épargner. Bien que Dojin ne puisse rien faire pour aider,
Il reste sur ses positions pour défendre sa sœur, et les assassins décident que ce sera lui, celui qui mourra. Au moment où il s'apprête à abattre Dojin, la voix de Mugin résonne à travers la forêt, leur ordonnant de s'arrêter là où ils sont. Il a l'air absolument menaçant alors qu'il fonce vers eux à grande vitesse, mais les assassins n'ont pas l'air effrayés, car Mugin était connu comme une ordure. Le chef des assassins ordonne alors à ses hommes de tuer Mugin, puisqu'il a décidé de se mettre en travers de leur chemin. L'un des assassins fonce vers Mugin, mais Mugin l'utilise comme première cible pour sa rage. Il brise l'épée du type avec peu ou pas d'effort avant de lancer une attaque verticale, qui coupe le type en deux. Sans perdre de temps, il dépasse le type et se dirige vers le reste des assassins. Au moment où il voit à quel point il est fou, le chef des assassins ordonne à ses hommes de se rassembler et d'abattre Mugin d'un seul coup. Le groupe se ligue rapidement contre lui, mais avant qu'il puisse l'atteindre, Mugin active la 5e forme des 9 épées sans pareil, appelée le tueur d'armée technique, et il les tranche tous comme du papier de soie. L'un d'eux essaie de prendre le dessus sur Mugin, mais il esquive facilement avant de décapiter le type. C'est à ce moment que l'assassin survivant réalise enfin qu'ils affrontent un monstre. Avant même qu'il puisse faire un autre mouvement, son bras droit a quitté son corps et il hurle de douleur. Mugin lui dit alors de ne plus faire un mouvement s'il veut rester parmi les vivants. Mugin se retourne pour voir Joe et Dedo à se relever. Et Dojin couvre les yeux de sa sœur pour qu'elle ne voie pas le carnage qui se déroule devant eux. Dojin rassure sa sœur en lui disant qu'ils n'ont rien à craindre car Mugin est arrivé et a battu tous les méchants. Mugin s'approche des deux et leur demande s'ils vont bien. Bien que Jin l'assure qu'ils vont bien et Mugin suggère qu'ils ont dû avoir peur. Mais Dojin lui dit que non, affirmant qu'il est le fils d'un maître martial. Mugin est soulagé d'entendre cela et il tapote la tête du garçon pour sa bravoure. Il dit ensuite à l'ancien Joe d'emmener les guerriers blessés et ses frères et sœurs au domaine. Au moment où le groupe part, Mugin tourne son attention vers le dernier assassin, lui disant de se taire à propos de bras coupés. Mugin lui demande ensuite s'il a été envoyé par le groupe de marchands Shonka. Le type hésite avant de répondre et Mugin lui dit qu'il pourrait lui laisser la vie sauf s'il répond honnêtement. L'assassin devient curieux en entendant cela et il révèle rapidement que Choyon les a engagés, par l'intermédiaire de la faction de la forêt de la mort. Après avoir dit à Mugin ce qu'il sait, il lui demande s'il va le laisser partir comme il l'a dit. Mugin lui dit alors de retourner en courant voir Choyon pour lui dire qu'il a anéanti le groupe qu'elle a envoyé après ses frères et sœurs et de lui faire savoir qu'il vient chercher sa tête. Plus tard, tout le monde a les yeux rivés sur Mugin alors qu'il marche dans la rue, le corps trempé de sang. Ceux qui le méprisaient par le passé ne pouvaient plus le faire, car ils ne peuvent pas risquer de devenir l'une de ses victimes. Les gens sont curieux de savoir si le prodige qu'ils connaissaient quand il était enfant est enfin de retour. Après s'être assuré d'avoir accumulé assez d'aura dans la rue, Mugin finit par rentrer chez lui et Masa accourt pour l'accueillir mais Mugin repousse sa tête. Il demande à Masa si les guerriers blessés sont tous dans la salle de médecine et il répond oui. Masa révèle que Dojin et sa sœur se reposent également dans leur chambre pour reprendre des forces. Mugin est heureux d'entendre cela et il dit à Masa de lui préparer un bain. Quelques instants plus tard, Mugin se plonge dans le bon bain préparé pour lui par Mugin. Pendant qu'il prend son bain, il pense à ses frères et sœurs et à son désir de les empêcher de voir le mal dans le monde. Même s'ils sont des enfants d'un clan martial, Mugin ne pense pas qu'il soit juste pour eux d'être exposés à la cruauté à un jeune âge. Cependant, en même temps, il craint de projeter sa peur passer sur eux. Le lendemain, à la salle de médecine, Mugin s'approche de l'ancien Jio pour lui demander le manuel de l'art de la flamme rouge. Jio est choqué en entendant cela et Mugin lui demande pourquoi il est surpris. Jio lui demande pourquoi il demande le manuel et Mugin réalise que Jio craint qu'il va faire une rechute et tout détruire. Jio répond soudainement que ce n'est pas la raison. Mugin lui dit en gros qu'il a l'intention de s'entraîner seul puisque Jio est actuellement hors de service. Mugin voit aussi que Jio doute de ses capacités, mais Jio le nie. Mugin assure alors Jio qu'il n'a pas à s'inquiéter car il ne va pas piquer une crise. Réalisant que Mugin n'a pas de mauvaises intentions, Jio lui fournit finalement le manuel. Après le départ de Mugin, Jio exprime son inquiétude à Do, lui demandant s'il n'a pas pris la mauvaise décision en donnant le manuel à Mugin. Do lui dit de ne pas s'inquiéter car Mugin a fait preuve d'une excellente maîtrise de l'épée. Du dit que c'est grâce à Mugin qu'ils ont pu survivre à la tentative d'assassinat. Jio ajoute aussi que Mugin semble avoir été guéri et il croit que le traitement du taoïste fonctionne. Jio est d'accord que le traitement fonctionne, mais en même temps il se demande si le traitement l'aide aussi avec ses compétences en arts martiaux. Jio dit aussi que l'amélioration soudaine de Mugin est quelque chose à noter et il pense qu'il a eu une rencontre fatidique car c'est la seule explication à son amélioration soudaine. Jio est content de la tournure des événements et il croit que le déclin touche enfin à sa fin. Sur le terrain d'entraînement, Mugin rassemble ses frères et sœurs pour les entraîner. Mugin leur explique le concept de tout l'entraînement, leur disant qu'ils sont censés bouger de manière très fluide. Il mentionne que c'est une technique de mouvement fondamentale qu'il a créée lui-même, basée sur d'innombrables expériences de combat réels. Les deux sont impressionnés en entendant cela, et Soyon intervient, exprimant son choc, car l'ancien Jio a prétendu que Mugin n'a aucune expérience réelle du combat.
Do-jin n'en revient pas que sa sœur dise les choses telles qu'elles sont. Nu-jin suggère alors de laisser tomber les discussions ennuyeuses et il dit aux deux de l'attaquer avec la technique de points de base qu'ils ont apprise. Les deux prennent leur pause et s'élancent vers Nu-jin en même temps, mais leur mouvement laisse Nu-jin finalement déçu. La démonstration des deux a fait se demander à Nu-jin s'il venait vraiment d'un clan martial. Il réalise que les deux manquent du mouvement de base pour même être considérés comme pratiquants des arts martiaux. Frustré par la piètre performance qu'il affiche, il leur dit d'arrêter. Il dit qu'ils doivent arrêter l'entraînement pour la journée parce que sa tête lui fait mal. Les deux sont surpris qu'ils prétendent avoir mal à la tête alors qu'ils n'ont même pas touché sa tête. Nu-jin ment alors en disant que les deux sont plus doués qu'ils ne le pensaient. Il leur dit que la seule chose qu'ils doivent faire pour le moment est de renforcer leur corps avant d'apprendre toute technique avancée. Après le départ des deux, Nu-jin réalise qu'il a une grosse tâche qui l'attend, que ce ne sera pas facile. Il réalise alors que son maître a dû avoir du mal à l'entraîner aussi. Néanmoins, Nu-jin est prêt à restaurer la grandeur du clan, car il était le responsable de ce qui s'est passé. De plus, Nu-jin vise à vaincre la seule personne qu'il n'a pas réussi à vaincre dans sa vie antérieure. Nu-jin saisit alors son épée et commence son entraînement en solo. Et il peut clairement voir que l'épée est devenue très légère dans sa main. Il comprend aussi que sa vitesse augmente à chaque répétition des formes d'épée. Quelques jours plus tard, Do et Jo retournent enfin au service. Mazook lui dit qu'ils ont fait tout ce qu'il a demandé et il les félicite pour leur bon travail. Mais Mazook en voulait plus. Nu-jin lui rappelle avec colère ce qui se serait passé s'il était arrivé sur les lieux un peu plus tard. Nu-jin avertit alors les anciens, leur disant qu'ils vont mourir s'ils tentent à nouveau un tel coup. Les deux le reconnaissent et s'inclinent devant Nu-jin en s'excusant d'avoir été stupide. Quelques instants plus tard, le fameux taoïste qui a soigné Nu-jin, du Yangsu, apparaît. Nu-jin ne sait pas qui il est et l'a déjà insulté avant que Mazook ne lui dise qui il est. Le taoïste qui l'a soigné. Mazook s'excuse auprès du vieil homme, disant que Nu-jin n'est pas complètement rétabli. C'est pourquoi il agit de la sorte. Mais Nu-jin l'envoie paître pour avoir raconté des salades sur son compte. Nu-jin décide alors de jouer le jeu et dit au vieil homme qu'il est désolé de ne pas l'avoir reconnu. Nu-jin presse l'homme de le suivre car il doit être épuisé par son long voyage. Quelques jours plus tôt, Mazook avait parlé à Nu-jin du prêtre taoïste, disant qu'il avait hérité de la lignée taoïste, de la secte Wudang. Mazook prétend que Nu-jin a été guéri grâce à l'énergie positive guérisseuse du prêtre et il révèle que l'intendant en chef a payé une somme énorme pour inviter le taoïste. Aujourd'hui, Nu-jin est heureux de rencontrer enfin cet homme. C'est pourquoi il l'invite à l'intérieur de l'enceinte. Nu-jin lui demande alors s'il est vrai qu'il a hérité de la lignée taoïste de la secte Wudang. Et Yun-su le confirme, en se la jouant cool. Il mentionne qu'il est le seul taoïste à avoir hérité de l'essence de la véritable lignée de la secte Wudang. Dès que Nu-jin entend cela, il tape du pied. Lui demande avec le plus grand sérieux s'il est vraiment l'immortel blanc de Wudang car il n'a jamais entendu parler d'un successeur de la lignée taoïste de Wudang encore en vie. Yun-su veut faire l'idiot, mais Nu-jin lui fait savoir qu'il a peu de temps pour tout avouer avant qu'il ne change d'avis. Le taoïste maintient son innocence, demandant à Nu-jin s'il doute de la seule personne qu'il a guérie. Mais Nu-jin sort immédiatement sa grande épée. Il dit à Yun-su que puisqu'il prétend être un taoïste, il ne devrait avoir aucun problème à esquiver son coup. Nu-jin balance son épée. Manque de couper le vieil homme en deux, mais le coup laisse une énorme marque sur le sol. Mazook et les anciens paniquent en voyant cela car ils croient qu'il devient fou. Nu-jin dit au trio de se taire et de lui apporter de l'eau car il veut leur montrer quelque chose de drôle. Dès que l'eau arrive, Nu-jin en asperge Yun-su. Yun-su essaie toujours de faire comme s'il ne savait rien, en demandant à Nu-jin si c'est ainsi qu'il remercie la gentillesse dans le clan. Nu-jin l'ignore et attrape sa longue barbe, qui se détache immédiatement, choquant les anciens et Mazook. Même Yun-su réalise qu'il est foutu car ils ont découvert qu'il porte une fausse barbe. Nu-jin se moque de lui, disant qu'il a même fait de son mieux pour coller la barbe soigneusement. Yun-su se retrouve bientôt à devoir répondre à Nu-jin et ses serviteurs. Et Mazook demande à Nu-jin ce qu'il compte faire du type. Nu-jin répond qu'il n'a aucune intention de laisser partir Yun-su, et il dit qu'il pourrait bien lui couper les membres et le transformer en eunuque aussi. Yun-su panique en entendant cela, et il commence à supplier Nu-jin de l'épargner. Nu-jin l'assure qu'il n'a pas l'intention de le tuer car s'il le fait, il n'y a aucun moyen pour lui de récupérer son argent. Nu-jin dit qu'il veut juste lui couper les membres. Mais Yun-su supplie de peur, disant à Nu-jin de laisser ses membres intacts. Yun-su promet de rendre tout l'argent qu'il a escroqué. Nu-jin accepte le marché, mais lui fait savoir qu'il va aussi lui facturer le fait de ne pas lui couper ses membres et sa virilité. Craignant pour ses membres, Yun-su dit à Nu-jin qu'il est prêt à rembourser n'importe quelle somme tant que le laisse entier. Nu-jin demande alors combien le type lui a pris, et Do révèle que il lui a payé 50 nigang d'or. Nu-jin entend cela et exprime sa déception quant à la crédulité de Do, d'être tombé dans l'arnaque de Yun-su. Pour sa défense, Do dit qu'il a entendu dire que Yun-su était un grand guérisseur. Nu-jin se tourne alors vers Yun-su, lui disant que la première chose qu'il va faire est de rembourser les 50 pièces d'or. Yun-su révèle son intention de rembourser l'argent, mais prétend que l'argent se trouve à sa résidence à Jinyan. Sans hésitation, Nu-jin lui dit de le conduire à Jinyan, qui est
à 4 heures de route. Do et Jio demandent s'ils doivent les accompagner, mais Mujin leur dit que ce n'est pas la peine. Car ils sont encore en convalescence. Il leur conseille vivement de rester à la maison et de s'assurer qu'il n'y a aucun problème. Alors qu'il part avec Yoon-soo, Do sent l'inquiétude de Jio, et il l'exhorte à faire confiance au gars, sur ce sujet, car il n'est plus l'homme qu'il était. Quelques instants plus tard, ils arrivent là où la calèche de Yoon-soo attend, et Mujin est choqué de voir le type de calèche luxueuse que le gars utilise. Cela montre essentiellement à quel point son affaire d'escroquerie marche bien. Mujin est encore plus impressionné lorsqu'il monte dans la calèche et voit à quel point elle est décorée. L'intérieur est de coton et fini avec du cuir, et Yoon-soo dit que c'est parfaitement fait car il voyage beaucoup, donc le confort est une nécessité. Mujin sourit en coin, disant que Yoon-soo a une forte éthique de travail pour quelqu'un qui est un cuisinier, et il lui demande pourquoi il ne fait pas un travail honnête puisqu'il est un professionnel. Yoon-soo incline la tête devant Mujin, l'assurant qu'il va se lancer dans quelque chose de légitime. À partir de ce moment, Mujin s'allonge alors confortablement, disant au vieil homme qu'il a besoin de dormir. Il suggère de le réveiller quand ils seront arrivés à destination. Yoon-soo accuse réception de l'ordre et assure à Mujin qu'il le réveillera dès leur arrivée. Au fond de lui, Yoon-soo a de mauvaises intentions envers Mujin, et il est impatient de lui montrer ce qui se passe, quand quelqu'un lui fait du tort. La calèche part peu après, et après quelques heures de voyage, ils arrivent dans une zone très silencieuse et isolée de la forêt. Yoon-soo sort de la calèche pour rencontrer une connaissance qui semble être un bandit. Il dit au gars que Mujin est profondément endormi, à l'intérieur de la calèche. Il dit au bandit de le traîner dehors et d'en faire un exemple. Le grand gaillard est excité de le faire car il ne comprend pas pourquoi quelqu'un s'en prendrait aux affaires d'un taoïste. Le grand gaillard entre dans la calèche et envoie un coup de poing en direction de Mujin. Juste au moment où son poing est sur le point de l'atteindre, Mujin se retourne pour bloquer le coup avec son épée. Mujin sourit calmement en demandant s'ils sont déjà arrivés. Mujin est dégoûté par le type qui se tient au-dessus de lui, et il l'envoie voler hors de la calèche, choquant Yoon-soo. Le bandit sent l'impact du coup de Mujin se propager dans son corps. Et il décide de devenir sérieux puisque l'affirmation selon laquelle Mujin est impressionnant n'est pas fausse. Mujin sort lentement de la calèche, demandant à Yoon-soo depuis quand leur destination est devenue une forêt isolée. Mujin réalise finalement qu'il est aussi une cible pour le taoïste. Il pensait qu'il n'était qu'un escroc, mais il a ensuite compris qu'il avait aussi d'autres plans. Mujin ne le prend pas mal car il cherchait de toute façon un peu d'action. Mujin déchaîne une aura écrasante de son corps tout en disant au grand gaillard qu'il aimerait voir de quoi il est fait. Le grand gaillard peut sentir la pression venant de Mujin, et il appelle le reste de sa bande à sortir pour qu'ils puissent tous abattre Mujin ensemble. 3 autres grands gaillards sortent de leur cachette, et il s'avère qu'ils sont connus comme les 4 démons de Zhongshan. Au moment où Mujin les regarde bien, il peut voir qu'ils manient une énergie démoniaque. Mais il n'en dit rien. Mujin fait référence à la variété de leurs armes, et leur dit qu'il aimerait voir la profondeur de leurs compétences. Sans perdre plus de temps, Mujin fonce vers le chef de l'équipe, et le repousse loin de ses coéquipiers. Il le met sur la défensive alors qu'il continue de lancer une série d'attaques sur lui. Le reste de l'équipe se rend vite compte que Mujin n'en a qu'après le chef, et il se mobilise pour l'aider. Même le gars qui se fait attaquer ressent la violence des coups de Mujin. Il compare ses attaques à celles d'une lourde masse. Il perd bientôt l'équilibre et Mujin lui donne un coup de pied, lui écrasant la bouche. Juste à ce moment, le reste de l'équipe arrive, et le plus proche tente de couper la tête de Mujin avec sa hache. Mais Mujin esquive facilement et lui assène un puissant coup de coude dans le ventre, faisant hurler le gars de douleur intense. Les 2 autres essaient de neutraliser Mujin avec une attaque en tenaille, mais il esquive, forçant les 2 à trop étendre leurs bras. Cela crée une ouverture pour Mujin qui met facilement l'un d'eux à terre d'un coup de poing. Mujin s'en prend alors au dernier, et celui-ci essaie de bloquer l'attaque de Mujin avec son épée. Mais elle se brise juste devant lui. L'épée de Mujin manque de couper l'homme en 2, mais Mujin se retient. La vie de l'homme défile devant ses yeux, et alors qu'il tremble encore, Mujin l'envoie voler avec un puissant coup de pied dans la poitrine. Avec cela, Mujin met les 4 à terre, et ils sont à genoux, luttant pour respirer. Pendant le combat, il a confirmé qu'il utilise des arts démoniaques, mais cela le laisse perplexe sur la présence d'arts démoniaques dans les plaines centrales. Mujin les considère comme ses cadets, et il ne veut pas tuer ses cadets. Il réfléchit ce qu'il faut faire quand le chef de l'équipe crie, disant à Mujin qu'il s'avoue vaincu. Il supplie Mujin de les épargner, et c'est à ce moment que Yoon-soo réalise qu'il est foutu car Mujin a réussi à vaincre facilement les 4 démons de Zhongshan. Le chef de l'équipe admet qu'il avait déjà compris que Mujin était bien au-dessus d'eux après les premiers mouvements. Mujin lui demande pourquoi ils ont continué à chercher les ennuis alors qu'ils le savaient déjà. Mujin assure au type qu'il va les épargner, mais qu'il va détruire leur noyau d'énergie et sectionner leurs méridiens. Au moment où ils entendent cela, le chef de l'équipe se met à genoux et supplie Mujin de ne pas ruiner leur vie d'artistes martiaux. Parce qu'ils n'ont fait que ce qu'on leur a dit. Mujin dit alors au type d'arrêter de se plaindre parce qu'ils sont déjà assez vieux comme ça. Mujin exige de savoir de qui ils ont appris, et le type fait d'abord semblant d'être confus jusqu'à ce que Mujin lui dise qu'il aimerait connaître son maître. Mujin mentionne que il peut clairement voir qu'ils utilisent de l'énergie démoniaque, même si elle est pathétique. Mujin est curieux de savoir qui leur a enseigné les arts démoniaques, et le chef de l'équipe révèle qu'ils ne connaissent pas son nom.
Mugin est furieux en entendant cela car il ne peut pas croire qu'ils sont une bande d'inutiles disciples qui ne connaissent pas le nom de leur maître. Le chef de l'équipe avoue alors que leur maître ne leur a jamais dit son nom, et il ajoute aussi qu'ils ne devraient pas chercher ses autres disciples. Mugin répond qu'ils auraient dû simplement baisser la tête et apprendre des arts martiaux de pacotille, au lieu de se livrer au banditisme. Le chef d'équipe corrige rapidement l'idée fausse de Mugin, disant qu'ils ne sont pas des voleurs. Il mentionne qu'ils ont seulement aidé leur frère, dans ses affaires à côté. Mugin est surpris en entendant cela, et il les réprimande pour l'avoir aidé, même s'ils savent en quoi consistent les affaires de Yunsu. C'est à ce moment que le chef d'équipe révèle qu'il croyait qu'il était dans le business de sauver des vies. Mugin décide de les laisser partir, et il leur dit de cesser d'être les laquais de Yunsu. Il menace de les tuer s'il les revoit faire de mauvaises choses. Le chef de l'équipe remercie Mugin pour sa pitié, et Mugin se tourne vers Yunsu, lui disant que le montant de la facture qu'il va payer vient d'augmenter. En fait, il va payer pour avoir joué avec sa santé mentale, et cela laisse Yunsu totalement horrifié. Après le départ de la calèche, les 4 frères prennent soudain conscience du fait que Mugin est quelqu'un digne d'être leur maître. Les 4 poursuivent alors la calèche et parviennent à l'arrêter. Mugin se demande pourquoi la calèche s'est arrêtée jusqu'à ce qu'ils sortent pour trouver les 4 s'inclinant devant lui et l'appelant patron. Les 4 lui disent qu'ils lui jurent fidélité avec l'assurance qu'ils le serviront jusqu'à leur mort. Il supplie Mugin de les accepter, mais Mugin croit que les 4 souffrent d'avoir été battus par lui. Il essaie de les rejeter, mais les 4 crient encore plus fort, exigeant qu'ils prennent soin de tout en révélant qu'ils sont encore assez jeunes. C'est une surprise pour Mugin qui pense que les 4 sont de vieux types puisqu'ils ont tous des visages laids. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, commentez suite dans la section des commentaires. Abonnez-vous aussi à la chaîne, activez la cloche et aimez la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.